Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va jouer au loto du patrimoine pour restaurer une ancienne fabrique de soie iséroise. Tenter de participer au décathlon des Jeux Olympiques de Paris avec un récidiviste et vider son dressing pour une bonne cause. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Pauline Flamand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Clémentines, un collectif d'étudiantes grenobloises qui organise un vide-dressing solidaire dans quelques jours. À côté de vous, Bastien Ozeille. Bonjour Bastien. Bonjour. Bienvenue, décathlonien grenoblois qui, 8 ans après avoir participé aux Jeux Olympiques de Rio, espère renouveler l'expérience à domicile cet été à Paris. Et puis en face de vous deux, on a deux gagnants du loto, Jean-Pascal et Nadia Crouzet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes les propriétaires de la Galicière, qui est située à Chattes, à côté de Saint-Marcelin. Vous avez décroché 230 000 € au loto du patrimoine, sans avoir même eu besoin de cocher les bons numéros. Vous allez nous expliquer à quoi va servir cet argent. Mais avant ça, on va se plonger un peu dans l'histoire de votre bâtiment, qui est un ancien complexe industriel qui date du XVIIIe siècle, Nadia. Oui, c'est ça. C'est une ancienne usine de moulinage de la soie qui date de la fin du XVIIIe siècle et qui a un ensemble industriel complet dans lequel on fabriquait un fil de soie. Et surtout qui a la particularité d'avoir gardé toutes ces machines qui datent de la Révolution française et qui sont encore dans les ateliers pour lesquels elles ont été conçues. On les voit d'ailleurs, ces machines. Le fil de soie, Jean-Pascal, ça servait à quoi à l'époque, au XVIIIe et XIXe siècle? À faire de l'étoffe, ouais. À faire des habits. Des habits. Des habits, oui. de l'étoffe avant tout. Donc là, c'était effectivement du fil qui était commandé par des donneurs d'ordre lyonnais qui souvent avaient financé les bâtiments. C'est ce qu'on a retrouvé dans les archives. C'était une entreprise importante à l'époque, Nadia, pour le territoire? Elle a été importante puisqu'on a trace d'une date importante. 1871, la Galicière a été classée 3e du département en termes d'équipement. Puisque, autre particularité, toute la production du fil est présente sur un même lieu. Donc, de la production du fil, vraiment avec la magnanerie où on va élever les vers à soie, la filature, où on va faire un premier fil de soie, et le moulinage, c'est-à-dire la torsion du fil. Et tout ce processus de production a valu à la Galicière d'être 3e du département en 1871. Pourtant, Chattes, ce n'est pas un grand bassin industriel. Pourquoi ça a été installé à cet endroit? Vous le savez, Jean-Pascal? Je pense que Chattes, c'est quand même un beau bassin industriel. En tout cas, Saint-Marcelin, avec la plasturgie, il y a des entreprises toujours assez dynamiques. Et au 19e siècle, on ne se rend pas du tout compte de l'importance qu'avait la sériciculture, puisque des usines de ce type à Chattes, il y en avait 3, voire 4. On pense qu'il y en avait une bonne quinzaine à Saint-Marcelin et à peu près autant à Saint-Antoine, sans parler de la Saône, où là, il y avait carrément une usine royale. Alors là, on voit le site aujourd'hui qui est dans la campagne, autour de la commune. Cette usine, elle était fermée, je crois, après la Deuxième Guerre mondiale. Vous l'avez découverte à la fin des années 90, Nadia. Voilà, alors simplement, on peut résumer ainsi. Pendant 200 ans, la même famille, la famille Creusel, a exploité les lieux. D'abord en tant que gérant, ensuite en tant que propriétaire. Et la dernière descendante, mademoiselle Creusel, est décédée centenaire en 1996 et sans descendance directe, puisqu'elle n'a jamais été mariée, elle n'a jamais eu d'enfant, elle n'avait même pas de cousin germain, donc pas d'homme dans la famille qui aurait repris l'activité. Et surtout, la fabrique haute s'est arrêtée pendant la Première Guerre mondiale. La fabrique basse, elle a continué jusqu'au début des années 30. Eh bien, simplement, le fait qu'il n'y ait pas eu d'homme dans la famille, on a fermé les ateliers, tout est resté en l'état. Elle a continué à vivre comme ça, chichement, de ses rentes. De ses rentes. Oui, quand même. De ses rentes. Chichement quand même, oui, mais de ses rentes. De ce qu'on nous a dit. Hein. Et voilà, elle est décédée en 96 et nous l'avons achetée en 97, un peu sur un coup de cœur.
il fallait un gros coup de cœur parce qu'à l'époque, elle était dans un état. On a quelques photos. C'était pas abandonné, mais pas loin quand même, Jean-Pascal. Alors, moi, Nadia considère que c'était une ruine, moi pas du tout. On se fera notre avis en voyant ces photos. Mais disons que moi j'ai eu tout de suite conscience, la première fois que j'ai visité les ateliers, que c'était quelque chose d'unique, une sorte de capsule de temps qui était arrivée jusqu'à nous. Et on a découvert plus tard qu'on n'avait pas été les seuls effectivement à avoir ce jugement. Simplement, la municipalité, le département de l'époque avait jugé que c'était pas sauvable, que c'était beaucoup trop compliqué. Et donc, nous, on en a jugé un peu différemment. Peut-être que, oui, on ne se rendait pas compte non plus de ce que ça allait être. Mais finalement, alors, on n'est pas encore tout à fait au bout du chemin, mais on n'en est plus très loin. Pour pouvoir se projeter entre ces ruines, ou en tout cas cette usine délabrée qu'on vient de voir en photo, et puis ce que c'est devenu aujourd'hui, il fallait aussi avoir une vision. Et vous êtes tous les deux architectes. J'imagine que ça a aidé dans votre façon d'appréhender le projet ou pas ? Oui, alors nous sommes architectes en effet. Bon, après, le domaine du patrimoine est un domaine spécifique. C'était pas du tout notre domaine. Non, je crois qu'il faut être un petit peu inconscient quand même. Hein. Il ne faut pas se rendre compte. Parce que moi, je répondrais différemment en disant oui, tout à fait. Moi, ça m'a permis en tout cas de me projeter tout de suite et d'imaginer plusieurs vies différentes à la Galissière. En tout cas, on savait qu'on n'allait pas s'ennuyer, et c'est le cas. Oui, qu'il y aurait énormément de travaux pendant des années pour remettre en état ce site. C'est vous qui avez mené l'ensemble de ces phases de travaux. Comment vous avez travaillé? On voit quelques images de ces dernières années quand on restaure un ancien bâtiment. En l'occurrence, ce qu'on voit, c'est la dernière tranche de travaux qui a été conduite par un architecte du patrimoine et avec des entreprises spécialisées. Mais avant d'arriver à cette phase-là, il y a eu effectivement beaucoup de travaux et de travaux qui ont été faits aussi par les membres de l'association qui, dès le départ, ont été un véritable soutien pour nous encourager dans cette démarche qui, effectivement, des fois est décrite comme un peu folle, mais... Et au départ, on a fait des travaux un petit peu nous-mêmes, hein. D'abord pour habiter ce lieu, parce qu'il fallait bien y habiter, ensuite y vivre, donc faire un espace où on pouvait installer notre agence pour pouvoir travailler. Et puis ensuite, entre-temps, il y a eu l'inscription à l'inventaire des monuments historiques. Et ça change la donne. Et ça change la donne. On ne peut plus faire ce qu'on veut, c'est ça, dans la rénovation d'un bâtiment? C'est une première façon de voir les choses, mais c'est aussi que du coup, vous êtes accompagné par des spécialistes pour vous assurer de faire les choses vraiment dans les règles de l'art, et aussi avec des aides des institutionnels, de l'État d'abord, du département, de la région, et en fonction des années, les aides peuvent fluctuer, mais en tout cas, il y a des aides dès lors que vous employez un architecte du patrimoine, qualification que nous n'avons pas puisqu'il faut 2 ans d'études de plus que le cursus que nous avons effectué, et de faire appel à des entreprises spécialisées. Donc les aides permettent aussi de compenser le surcoût, puisque c'est une restauration qui est quand même très différente d'une restauration qu'on aurait conduite nous-mêmes en tant qu'architecte, avec un moins grand respect de ce qui était fait, des techniques de l'époque, techniques traditionnelles. Et on voit là totalement une petite séquence de taille de pierre. Alors, des travaux comme ça, on se doute bien que ça coûte cher. Donc, soit on est très très riche comme la famille qui possédait cet établissement avant, soit on gagne au loto. Et vous avez choisi cette deuxième option, puisque vous avez remporté le loto du patrimoine pour l'Isère. Comment ça marche, le loto du patrimoine, Nadia? Il faut jouer, il faut postuler Alors, oui, il faut jouer, il faut postuler. Alors déjà, il faut être en milieu rural, dans une petite ville de moins de 10 000 habitants, de préférence, et il faut que le patrimoine soit en péril. Et là, l'année dernière, au mois de janvier, en 2023, une partie de la filature s'est effondrée de façon un petit peu soudaine. Et donc, en effet, nous avons pu postuler comme ça au loto du patrimoine dès le mois de février. Et pour l'année 2023, c'est donc la Galissière qui a eu le loto du patrimoine. On voit là ce toit, effectivement, qui menace de se retrouver à terre.
Vous n'aviez pas la garantie de remporter le gros lot. Même dans un premier temps, on ne pensait même pas pouvoir postuler. C'est simplement lors d'une visite où des gens de la Fondation du patrimoine nous ont dit mais le bâtiment est tout à fait... Donc le toit n'était pas encore effondré, est en péril, donc vous pouvez postuler. Et on pense qu'effectivement l'effondrement a dû contribuer à gagner ce prix-là, puisqu'il y a quand même beaucoup de candidats dans chaque département. C'est vous qui demandez une somme, qui évalue une somme? Comment ça se fait Pas du tout. Donc ça, c'est la Fondation du patrimoine. C'est la concurrence de 300 000 € et en fonction des projets, il y a une dotation qui est annoncée donc, en fin d'année. C'est-à-dire qu'on a su qu'on était lauréat en septembre et c'est en fin d'année. Vous avez l'enveloppe. Voilà. Et cette dotation, donc pour rentrer vraiment dans les détails, nous permettra de faire des travaux avec 2 appels de fonds. Donc 2 acomptes, 2 avances, et après le solde, c'est sur la présentation des factures. Donc pour répondre aussi à votre question par rapport au fonds, la mise de fonds, on a bénéficié d'un héritage qui fait qu'aussi on a pu enclencher des travaux et après bénéficier d'aide. On voit des travaux de toiture que vous aviez déjà réalisés sur une autre partie du bâtiment. Cette aide tombe pas du ciel, mais de l'État quand même, de 130 000 €. Pour vous, c'est une aubaine? C'est forcément formidable, enfin c'est même inimaginable. De surcroît, la Fondation du patrimoine nous a proposé de lancer un appel aux dons dont on ne savait pas non plus que ces dispositifs existaient. Donc ce sont des dons défiscalisés et l'appel a été lancé à partir du mois de septembre. Et il y a des gens, et c'est donc très étonnant de voir ces mobilisations parce qu'aujourd'hui il y a quand même tellement de causes où on est énormément sollicité. Donc voilà, pour du patrimoine ça peut paraître, mais on voit qu'il y a des gens et donc des gens qui veulent nous donner 100 € donnent 300 € et ça leur coûte 100 € parce que c'est défiscalisé et c'est géré directement par la Fondation du patrimoine. Donc à concurrence de 50 000 €. Et bien entendu, tous ces fonds sont gérés par... c'est comme un financement participatif. Et la plateforme, là, est une plateforme plus que respectable puisque c'est la Fondation du patrimoine. Alors, il y a un site, la Galicière, qui permet d'avoir des infos sur l'histoire, sur ces travaux. J'imagine qu'il y a le lien peut-être aussi pour cet appel aux dons que vous évoquez. Il y a aussi une citation de Victor Hugo que vous avez mis. L'usage d'un bâtiment appartient à son propriétaire. Sa beauté appartient à tout le monde. Ça veut dire que la Galicière, vous l'ouvrez au public pour des visites, Nadia ? Tout à fait. Alors depuis 2000, nous avons une association, les Amis de la Galicière, qui est là, qui compte 130 membres depuis le début. Donc, ce qui est honorable pour une petite association de patrimoine en milieu rural. Et donc cette association nous permet d'organiser des visites de groupe, des visites des ateliers, des visites guidées, mais aussi des animations culturelles, des spectacles, des concerts. Depuis maintenant plus de 10 ans, nous faisons partie du programme des Alléchantes du département, ce qui nous permet d'accueillir du public et de faire profiter ce lieu au plus grand nombre, en plus. Voilà. Ça vit tout au long de l'année. Donc suite à la tranche de travaux qui va démarrer au mois de septembre, nous sommes aussi en fin de carrière. Donc là, c'est de faire en sorte que le site soit beaucoup plus ouvert au public qu'il ne l'est déjà, pour être pratiquement sur, je dirais, une ouverture conventionnelle qui va... vous aurez le temps d'accueillir les gens. Voilà, parce que c'est vraiment le lieu s'y prête et c'est vraiment aussi ce qui nous a toujours poussé à faire vivre ce lieu. Et c'est pour ça aussi qu'on a aussi une activité d'hébergement. Oui, on peut y dormir chez vous. Voilà, on peut y dormir. Tout à fait. Bon, c'est pas très loin de Grenoble, une grosse demi-heure de route dans le sud de l'Isère, le sud Grésivaudan, comme on appelle cette région. Donc, si vous ne connaissez pas Chattes et la Galicière... C'est sur la route qui conduit à Saint-Antoine, qui a aussi obtenu... donc on peut faire un week-end patrimonial tout à fait. Assez complet dans votre région. Bon, 230 000 €, Bastien, est-ce que c'est un peu plus que ce qu'on touche quand on remporte une médaille olympique, par exemple ? C'est clairement plus que ce qu'on touche quand on remporte une médaille olympique. Le sport, ça paye pas trop, en tout cas l'athlétisme en particulier. Donc, c'est sûr que c'est des sommes qui font assez rêver quand on est sportif. Ouais. Bon, après l'oseille donc, du loto du patrimoine, on passe à l'oseille du décathlon. Voilà, c'était ma transition du jour. Transition de Allez, Bastien Oseille, donc décathlonien de l'Entente athlétique
de Grenoble. Le décathlon, on peut peut-être rappeler le principe, hein, c'est pas un sport de feignant. Non, et puis c'est pas la discipline la plus connue aussi de l'athlétisme, donc c'est 10 épreuves qui se déroulent sur 2 jours. Du coup, le premier jour, on a le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer du poids, le saut en hauteur et le 400 mètres. Bonne nuit de repos quand même en perspective, et le lendemain on rattaque avec le 110 mètres haies, le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer du javelot, et on finit par un petit 1500 mètres, l'épreuve qu'on adore. Bon, voilà. Histoire de bien se terminer la série. J'imagine quand on commence l'athlétisme, on n'enchaîne pas comme ça 10 disciplines. Quand on est jeune, Alors, quand on commence l'athlétisme, on fait de tout. On fait de tout. C'est un peu l'idée en école d'athlé, donc on va pratiquer un peu de tout, du demi-fond, du lancer, du saut, voilà, on fait vraiment de tout, donc on a quand même des bases techniques dans toutes les épreuves. Après, en général, on se spécialise vers l'âge de 15-16 ans dans les disciplines dans lesquelles on est le plus à l'aise, et puis il y en a certains qui décident de ne pas se spécialiser. Quand on est bon Comme partout, moi. on se dit, tiens, je vais faire du décathlon. Alors, c'est pas l'idée, c'est pas forcément l'idée, mais en tout cas, quand on prend du plaisir dans toutes les épreuves et à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, effectivement, on n'a pas forcément envie de choisir, et c'était mon cas. Est-ce que ça veut dire qu'on va s'entraîner 10 fois plus que les autres pour être performant dans toutes ces disciplines? Non, alors on s'entraîne certainement plus quand même que les autres, mais on est quand même obligé de gérer aussi son emploi du temps, ses périodes de repos, donc c'est de la stratégie aussi, savoir travailler les bonnes épreuves au bon moment, et puis en laisser certaines de côté à certains moments de l'année pour pouvoir récupérer. Oui, puis j'imagine que les entraînements sont complémentaires. La course peut servir dans différentes épreuves. Là, on voit par exemple faire du saut en longueur. Ça fonctionne aussi pour le 100 mètres. Exactement. Alors l'idée, c'est vraiment de progresser physiquement parce que c'est le meilleur moyen de progresser dans toutes les épreuves. Donc la préparation physique a une part prépondérante dans notre entraînement. Et puis après, effectivement, tout ce qui est discipline de vitesse, de sprint est très importante aussi. Donc voilà, c'est des épreuves sur lesquelles on passe plus de temps que d'autres. Vous avez un point fort parmi ces 10 disciplines? Globalement, j'aime bien les lancers, Ouais. voilà, parce que je suis issu d'une famille de lanceurs, donc forcément ça compte. Et puis les sauts. Globalement, c'est les courses qui m'ennuient un petit peu plus, et notamment le 400 et le 1500 mètres qui sont un peu plus longues et un peu moins techniques, donc moins de plaisir. Bon. Là, on voit le lancer de javelot sur le stade de la SPTT à Grenoble. C'est votre maman qui a été championne de javelot, Nadine Ozeille, qui a participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques. Tout à fait, elle a participé 3 fois aux Jeux Olympiques. Je l'avais accompagnée à Sydney, aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Et c'est vrai que ça reste un très bon souvenir. Bon, j'avais raté la rentrée scolaire, mais bon, pour la bonne cause quand même. Et non, du coup, ça m'a vraiment poussé à continuer dans ce domaine-là parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. C'était de super souvenirs et je me suis dit, j'ai envie de faire pareil, quoi. Ouais. Alors, vous y êtes retourné aux Jeux Olympiques, mais pas en tant que fils d'eux et en tant que spectateur, mais en tant qu'athlète avec l'équipe de France. C'était pas Sydney, c'était Rio en 2016. J'imagine que c'est un souvenir fort pour un athlète. Ouais, c'est un peu le rêve de tout athlète, hein, participer aux Jeux Olympiques, voilà, en plus à Rio. Vous n'êtes pas peu fier là sur ces images. Ouais, voilà, c'est avant le départ, faut se booster un peu. Mais non, vraiment, c'est un super souvenir. Voilà, participer aux Jeux Olympiques, c'est forcément un rêve d'athlète. Donc, qui plus est en décathlon. Donc, vraiment, c'était un super souvenir. Mais il y en a plein, des bons souvenirs en athlétisme. Il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, ça reste un moment marquant. Ouais, c'est le moment pour l'athlète, pour l'athlétisme, où il y a la plus grosse exposition médiatique. On parlait du loto du patrimoine, c'est un peu l'équivalent pour l'athlétisme. Les JO, on ne peut pas avoir mieux. Oui, voilà, c'est ça. Et puis le décathlon en particulier, c'est quand même pas une épreuve très médiatisée, bien que Kevin Maillard fasse son possible pour qu'on en parle plus. Mais voilà, les Jeux Olympiques, c'est un moment où on est un peu mis en lumière, mis en avant, donc on en profite aussi et on essaye de donner une bonne image de ce sport-là. Alors, il était déjà présent en 2016 aussi, Kevin Mayer. Vous étiez 2 Français à ces Jeux Olympiques. Il a terminé 2e, si je me souviens bien. Lui. C'est ça, c'est un très bon souvenir pour lui aussi, puisque c'est sa première médaille mondiale et c'est aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'était un très bon moment de partage et on s'est toujours très bien entendu et c'était un plaisir de partager ça avec lui. Alors, vous n'avez pas ramené de médaille de Rio, vous avez terminé 13e, Bastien, de cette épreuve, mais vous avez gardé quand même quelques souvenirs. Ouais, j'ai ramené quelques souvenirs, notamment une mascotte. Alors, c'est pas la plus belle des mascottes qu'on peut croiser sur les grands championnats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque grand championnat, il y a une mascotte. Je l'ai toujours ramené à chaque championnat auquel je participais. Voilà, je ramenais la mascotte, c'était le petit délire. Et j'en ai quelques-unes parce que ma mère faisait pareil. Donc, j'en ai cumulé quelques-unes des mascottes de grands championnats. J'ai de quoi faire. Elle a un nom, celle-là ou... Alors, elle a certainement un nom, mais alors je suis totalement incapable de le donner. Vous évoquiez votre maman qui, elle, faisait une seule discipline, le javelot à très haut niveau. Là, on vous voit justement pendant ces Jeux Olympiques de Rio au javelot. C'est votre discipline quand même de prédilection ?
Ouais, c'est une discipline dans laquelle j'ai pas mal performé étant jeune. Après, je me suis blessé parce que c'est quand même une discipline assez traumatisante, notamment pour le coude, pour les genoux. Donc c'est vrai que ça m'a posé quelques soucis sur une certaine période, mais j'ai toujours pris du plaisir à lancer. Effectivement, c'est bien revenu. Donc maintenant, je me fais plaisir dans cette épreuve et elle fait partie de mes petites épreuves fétiches, quoi. Bon, ça c'était 2016. Les Jeux Olympiques d'après, c'était 2021 pour cause de Covid. Là, vous n'étiez pas présent, Bastien. Non, j'étais pas présent. Beaucoup d'investissements, peut-être trop parfois, un peu de fatigue, une lassitude aussi de l'entraînement. J'avais besoin de couper. Et c'est vrai que le Covid m'a pas rendu service au final parce que je m'étais programmé pour être performant en 2020. Finalement, ça a été repoussé d'1 an, ça a été repoussé à 2021 et ça faisait trop. Du coup, j'ai préféré prendre une pause pour pouvoir me donner toutes les chances de revenir au taquet, à fond, plein d'énergie pour les Jeux de Paris, quoi. Eh ben, vous êtes là, alors à 34 ans, moi j'ai commencé ma carrière à la télé. En athlétisme, c'est plutôt une fin de carrière. Quand on dépasse la trentaine, c'est un beau défi, parce que c'est votre âge, 34, de vouloir participer à cette dernière Olympiade. Oui, c'est sûr que c'est plutôt la fin de carrière, ça c'est évident. Je sais que là, il me reste 1 ou 2 saisons, globalement, c'est un peu l'idée. Après, je prends toujours autant de plaisir à pratiquer, si ce n'est plus. Voilà, je m'éclate sur le stade, je sens que je progresse au quotidien. Donc finalement, c'est ça les indicateurs les plus importants pour moi pour savoir si je continue ou pas dans ce domaine-là et en athlétisme. Et pour l'instant, tous les feux sont ouverts, donc voilà, je continue et je prends du plaisir. Alors participer aux Jeux Olympiques, et encore plus aux Jeux Olympiques de Paris, ça se mérite, hein, les places sont chères. Comment ça va se jouer cette qualification ? Alors c'est un peu compliqué, c'est même très compliqué. Même pour nous, on a parfois du mal à comprendre. En gros, il y a des minima très forts, donc l'idée c'est de sélectionner les 10 meilleurs mondiaux grâce à ces minima-là. Je ne pense pas en faire partie, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Après, sinon, il y a un ranking qui est mis en place, un petit peu comme un classement ATP au tennis, avec des points et sur lequel on évolue. Exactement. Et nous, c'est les 2 meilleurs résultats des 2 dernières années qui comptent pour rentrer dans ce ranking. Donc après, ils vont compléter à hauteur de 24 concurrents pour participer aux Jeux Olympiques dans ce ranking-là. Donc voilà, globalement, il y en aura 10 qui vont être pris sur les minima et puis 14 sur le ranking, donc il va falloir être dans ces 14 athlètes. D'accord. Il pourra y avoir plusieurs Français, parce que Kevin Mayer est toujours en course, même si lui aussi a enchaîné des blessures depuis son titre mondial en 2022. Tout à fait. L'idée, ce serait même d'être 3 Français, hein, ce serait magnifique. Kevin, certainement, qui doit commencer son décathlon très prochainement là, pour se qualifier aux Jeux aux États-Unis. Il y a Mackenson Gletti aussi, qui est très proche de se qualifier. C'est un autre Français qui est le premier au ranking, donc normalement, lui, il devrait passer. Et puis après, il reste une 3e place et je compte bien la prendre, quoi. Oui, d'autant que vous parlez de résultats. Le début d'année a été plutôt prolifique puisque vous avez remporté le titre en salle. Pendant l'hiver, on fait de l'athlétisme en salle. Alors, on ne fait pas de décathlon en salle parce que pour lancer le javelot, il faudrait des très très grandes salles. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, c'est de l'heptathlon. Il n'y a que 8 épreuves seulement. Il y en a même 7. 7, oui. Et voilà. Et oui. Parmi ces épreuves, il y a le saut à la perche. Il y a une tradition grenobloise. On vous voit lors des championnats de France à Miramas, il y a quelques semaines. Il y a une tradition grenobloise du saut à la perche. On a la famille Collet qui participera aussi aux Jeux Olympiques. J'imagine qu'ils vous donnent des conseils aussi pour progresser. Je m'entraîne notamment avec le père Philippe Collet, qui est encore à 5,94, donc effectivement issu de l'école grenobloise aussi. Thibaut est déjà qualifié. Mathieu, va falloir qu'il se qualifie. Il est un peu plus comme mon cas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a une belle politique de saut à la perche sur Grenoble et c'est très bien comme ça parce que ça fonctionne plutôt bien. Bon, puis ces images, elles sont un petit peu symboliques. Là, on était donc en 2024, championnat de France indoor de décathlon, d'heptathlon. Donc vous remportez le titre. Alors, c'est que je me trompe pas, c'est cette médaille-là, voilà. Hein certainement, oui. Oui, c'est celle-là, 2024. Voilà, c'est écrit derrière. Et là, j'en ai une autre. 12 ans d'écart, 2012, c'était votre premier titre de champion de France indoor également. 12 ans d'écart sur une carrière d'athlète, c'est quand même aussi une belle longévité. Oui, c'est sûr que c'est une belle longévité. On m'a fait remarquer que mon dernier titre en salle remontait à 2014, donc il y a 10 ans. Entre-temps, il n'y a pas eu de titre. Donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Ça montre aussi que finalement, les choix que j'ai faits étaient aussi les bons. Ça me permet de tenir dans la durée. C'est vrai que le décathlon, c'est quand même une épreuve fatigante, traumatisante. Donc voilà, être capable d'aller chercher un titre de champion de France à 12 années d'écart, c'est une petite fierté, j'en suis très content. Bon, ils n'ont pas beaucoup évolué à la Fédé sur leur design de médaille. Hein, non, le design évolue peu, effectivement. Bon, l'or est toujours là, évidemment, on la voit briller. Il y a une deadline pour cette qualification, Alors la deadline, oui, ça va être début juillet.
Globalement, on a jusqu'à début juillet pour faire nos performances, pour rentrer dans le ranking. Et puis, début juillet, le ranking est arrêté et l'annonce des sélectionnés est faite. D'accord. Et 15 jours après, on fait son sac et on est à... C'est un peu ça, ouais. On part en stage, on se prépare et puis on donne tout ce qu'on peut aux Jeux Olympiques. Ouais. Bon, on vous le souhaite, ce serait une belle histoire, qu'il y ait plusieurs d'ailleurs membres de l'entente athlétique de Grenoble au JO, par les Thibaut Collet qui est déjà qualifié. Si vous êtes plusieurs, c'est encore mieux. Je crois qu'il y aura d'ailleurs des interclubs pour le Grenoble. Exactement, à on domicile. accueille une nouvelle fois, Au une mois fois de n'est mai. pas coutume, la finale des interclubs à Bachelard au mois de mai. Donc ça va être une belle fête du sport et de l'athlétisme. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir parce que ça va être un bon moment. Ouais. Bon, vous ferez combien de disciplines ce jour-là, Bastien? On est limité, donc j'en ferai certainement 2, peut-être un relais. Bon voilà, ça ferait 3. Mais je pense que j'en ferai 2. Ouais. Bon, Pour rendre service au club, c'est toujours un plaisir. Ce sera le 12 mai au stade Bachelard avec beaucoup de champions à quelques mois des Jeux Olympiques. Ce sera même quelques semaines pour cette date. La reconversion, on y pense déjà ou c'est pas encore? Ouais, on y pense. Après, voilà, je me laisse encore pas mal de portes ouvertes. Voilà, pour l'instant, j'y réfléchis pas mal, effectivement, mais il n'y a rien d'arrêté à l'heure actuelle. Bon, vous avez fait une école de commerce, hein, je crois. C'est ça, ouais, parallèle. j'ai fait l'école de commerce de Grenoble en parallèle de mes études. Et avant, j'avais fait des études en STAPS, voilà, dans le domaine du sport, forcément. Je pense que vous ne trouverez pas trop de problèmes pour trouver une voie après le haut niveau, surtout si vous avez la chance de refaire une deuxième Olympiade. Puisqu'on parle d'école, on va terminer cette émission avec un petit coup de pouce à un événement organisé par des étudiantes grenobloises. Voilà, c'est Pauline Flamand qui va être un peu la porte-parole de ces étudiantes. Hein. Vous êtes membre d'un collectif que vous avez nommé les Clémentines. C'est ça. C'est un rapport avec le fruit ou pas? Non, pas spécialement. Ça a été choisi un petit peu pile ou face. Donc voilà. Merci en tout cas de me recevoir sur ce plateau. Donc c'est ça, je voudrais parler de ce projet que je mène actuellement. Donc la date butoir arrive le 7 avril. Donc c'est un vide dressing que j'ai organisé pour pouvoir défendre une cause. Donc je soutiens une association qui est la Maison des Femmes. Donc c'est une association qui vient en aide aux violences conjugales, aux femmes victimes de violences conjugales, victimes de violences physiques, victimes de violences psychologiques. Ça me tenait à cœur de leur donner ce soutien. Donc le vide dressing en tout cas sera... pardon, je me perds un petit peu. Non, mais on peut développer un petit peu sur la Maison des Femmes, parce que c'est une structure assez récente hein, qui fait partie du CHU de Grenoble, oui, c'est ça. qui a été lancé l'an dernier. Oui, ils sont rattachés, exactement, ouais. Et donc, le projet, c'est de collecter des vêtements, de demander, de faire une collecte. Donc, j'espère que les personnes qui nous regardent seront intéressées, en tout cas. C'est aussi d'organiser l'événement pour que les personnes puissent venir, puissent partager ce moment-là, car la Maison des Femmes sera présente au vide dressing. Donc, elles seront là pour présenter l'association, pour présenter les actions qu'elles font. Il y aura un moment d'échange, il y aura un moment de partage dans la bienveillance. Il y aura des débats, des échanges sur différents sujets. J'ai vu que votre collectif avait l'objectif aussi d'encourager la mode durable, oui, c'est ça, le exactement. réemploi. Donc c'est un peu le principe de ce vide dressing. C'est une tendance ces dernières années, notamment auprès de certains jeunes, pas tous, mais parce qu'il y a aussi la fast fashion de l'autre côté qui fait un peu le contrepoids. C'est d'encourager justement la vente de seconde main. C'est acheter des vêtements de seconde main et si on peut aussi donner cette valeur dans ce projet-là, c'est toujours ça de prix. Ça se développe beaucoup à Grenoble. Il y a beaucoup de boutiques depuis quelques années qui ont pignon sur rue pour revendre des vêtements utilisés par d'autres. Chez les étudiants, c'est quelque chose qui rentre aussi dans les mœurs? Oui. Je sais que dans la classe, on est toutes comme ça. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'achète beaucoup sur des sites de seconde main. Et oui, c'est important, il faut le faire. Bon, ce vide dressing, donc c'est dimanche 7 avril, dans le quartier de l'Île Verte. C'est ouvert à tous, hommes-femmes, ou c'est uniquement... oui, on peut sortir nos survêtements des Jeux de Rio. Oui, tout à fait, oui. Tout le monde peut venir, tout le monde est accepté. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Donc c'est le 7 avril, de 10h30 jusqu'à 17h. Donc c'est un dimanche. On a profité de... Les autres magasins sont fermés, comme ça. Les autres magasins sont fermés, donc on n'aura pas de concurrence. Et voilà...
on Alors, a décidé cette date. Ça se passe à l'Intrépide House, qui est un espace de coworking à l'île verte, qui se situe aux 3 rues des Poilus. Alors, je ne sais pas si c'était pour donner un peu de mixité à votre projet, d'avoir choisi cette adresse. Et en fait, on s'est aligné avec eux. Car les valeurs, donc comme on défend une association on va aider une association qui défend les violences faites aux femmes, l'Intrépide fait des actions féministes, elles défendent des belles valeurs, donc ça a matché. Ouais, je crois que c'est un lieu où se développe une marque de vêtements aussi, non genrés, oui, exactement. Des vêtements militants. Oui, ils font des actions comme ça. L'Intrépide est diversifié. C'est un média, c'est une agence de communication, c'est un espace coworking. Donc il y a de la bienveillance. Ça pouvait être que cet endroit pour faire cet événement. Ouais. Bon, voilà, le hasard fait que c'est rue des Poilus à Grenoble. C'est pas moi qui choisis l'adresse. Non, moi non plus, mais eux non plus, j'imagine. En hommage effectivement à nos soldats de la Première Guerre mondiale. 3 rue des Poilus, donc à l'île verte, le 7 avril, pour ce vide dressing dans l'air du temps et puis qui a vocation qui va nous apporter donner un petit coup de pouce à une belle association. Exactement, ouais. C'est pour un beau projet, c'est pour donner du sens surtout. Eh bien, merci. J'espère que le sens est passé. Et puis, peut-être que Bastien viendra vendre ça. Non, celle-là, on la garde. On repart. Non, ouais, ça va garder. C'est compliqué. J'en ai vu qui vendaient leur médaille olympique pour renflouer leurs finances. Certains athlètes, parfois. Mais, des finances qui ont été mal gérées. Oui, c'est souvent ça. Allez, on termine cette émission par un dernier petit tour de table pour vos bons plans. Allez, Bastien Ozey, qui est un bon gestionnaire et qui nous propose un bon plan, resto. Ouais, un resto, forcément. La nourriture, c'est quand même la base. Pour moi, c'est la cuisine des tontons, rue Bayard. Un petit restaurant à taille humaine qui propose des plats traditionnels, on va dire, du terroir, avec des tartares, des choses comme ça. Et vraiment, le rapport qualité-prix est incroyable. Donc, et le gérant est très sympa, au-delà de ça. Donc on y mange bien, mais c'est pas une diététique pour une veille de compétition, quand même. On se fait plaisir. Ouais, on va dire ça comme ça, on se fait plaisir. Les tontons, c'est une allusion aux tontons flingueurs. On voit les images de l'intérieur du restaurant. Les tontons flingueurs qui aimaient bien manger, qui aimaient bien boire aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a la même gnôle là-bas Ouais, il y a toujours le petit digestif à la fin. En cas de besoin. Bon, voilà le bon plan de Bastien Ozey, 9 rue Bayard, la cuisine des tontons. Pauline, on reste dans l'alimentaire avec votre bon plan. Exactement. Alors moi, je travaille à côté pour une entreprise qui s'appelle Champiloup. Donc c'est des producteurs de champignons, donc 2 variétés de champignons. Il y a les shiitake et les pleurotes, qui sont trop peu produits en tout cas en France. Donc c'est une entreprise avec un impact sociétal positif qui va sortir bientôt un prochain projet, un livre de recettes. Qui a été fait par des chefs qui ont investi dans ce livre. Donc, c'est des chefs qui ont cuisiné avec... je ne sais pas si vous avez des photos. Oui, voilà. Ouais, j'ai des images. Ça, c'est la fabrique de champignons dans un parking à Saint-Martin-d'Hères. Oui, c'est ça. C'est tout pousse dans un parking, exactement. Et donc, ils vont sortir prochainement un livre de recettes qui regroupe... alors, il y aura une partie recettes par les chefs et il y aura une partie qui va parler de l'agriculture locale, l'agriculture durable. Donc, c'est pour ça que... vous leur faites un petit coup de pouce. On l'a déjà reçu dans cette émission il y a quelques années, au moment où ils lançaient le projet de ces champignonnaires urbaines, puisque c'était dans des parkings qui font pousser leurs champignons. Et ils sont même, vous parliez de recettes, dans une de nos émissions, 38 à table, qu'on réalise avec un chef étoilé, Stéphane Froidevaux. Chaque émission, il prend un produit local et il le magnifie. Il avait choisi les champignons de Champiloup il y a quelques semaines. On peut retrouver cette émission, si vous aimez la cuisine et les recettes, sur le site internet de Télé Grenoble. Dernier bon plan, je me tourne vers Jean-Pascal et Nadia, qui ont un lieu à nous présenter qui est assez similaire au vôtre, Jean-Pascal. Il y a des similitudes, effectivement. Alors, il est face à nous dans le sens où nous sommes en face du Vercors, dans le Royan. Dans un autre département, certes, à Saint-Jean-en-Royan, un lieu insolite qui s'appelle l'Arsolite et qui donc propose des expositions, notamment prochainement, je crois à partir du 6 avril, une exposition qui s'appelle One Two Street, sur l'art street français.
C'est aussi un endroit où il y a un très bon restaurant avec une version bistronomique le week-end. C'est un lieu vraiment insolite, une ancienne usine qui a été reconvertie en un magnifique lieu d'exposition. Donc l'art solite à Saint-Jean-en-Royan, à ne pas rater. Et oui, on en voit quelques images. Là aussi, c'était un ancien site industriel. Tout à fait. Un ancien tissage. Ancien tissage. Donc on est dans la même activité à peu près que votre galicière. Alors Jean-Pascal disait c'est la Drôme, mais on est aux portes de l'Isère, Nadia. Oh oui, on est de l'autre côté. C'est moins loin que Grenoble. Ouais. Juste de l'autre côté de l'Isère, voilà. Mais néanmoins amis. Hein. Bon, bah voilà, je ne connaissais pas ce lieu, donc c'est aussi l'occasion avec les bons plans des invités de découvrir d'autres pépites iséroises. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Bastien, bonne chance. Et puis donc on suivra avec attention ces Jeux Olympiques de Paris à domicile, puis vous reviendrez avec une médaille un peu plus lourde que... Avec un autre graphisme. Voilà, avec un autre graphisme, il y a la Tour Eiffel, je crois, sur la, Oui, voilà, c'est ça. sur la médaille olympique. Voilà, nous on se retrouve, pas pour les Jeux Olympiques, mais pour d'autres aventures très rapidement sur l'antenne de Télé Grenoble. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignan Résidence.